Florence Polyack et le titre de sa présentation, l'accessibilité universelle en action, l'urbanisme québécois favorise-t-il la mobilité dans le temps et l'espace des personnes en situation d'handicap? Alors, Florence est professeure au département d'études urbaines et touristiques après avoir exercé comme maître de conférence à l'Institut d'urbanisme de Grenoble pendant 6 ans. Elle a réalisé ses études en sciences politiques puis en urbanisme à l'Université de Bordeaux et a obtenu un doctorat en études urbaines à l'INRS Urbanisation, Culture et Société à Montréal. Ses travaux portent d'une part sur la gouvernance des politiques urbaines et la cohérence de l'action collective urbaine et d'autre part sur la prise en compte des inégalités sociales dans le champ de la mobilité durable et de la planification urbaine. Merci François. Bonjour à tous. La présentation est plus modeste que le titre du programme ne le laissait présumer puisque j'ai réduit ça à l'accessibilité universelle en action. C'est les résultats préliminaires d'une recherche qui vient de démarrer avec mon collègue de l'UQAM aussi, Benoît Fratt, qui est juriste, spécialiste des droits humains appliqués ou mis en œuvre dans le milieu municipal. Je tiens aussi à remercier Paul Rassette-Dorion, qui est un étudiant brillant de la maîtrise en études urbaines, qui a beaucoup contribué cet été à cette recherche. Cette recherche, elle vous propose une évaluation de plans municipaux qui sont obligatoires au Québec dans les municipalités de plus de 15 000 habitants depuis 2005. En fait, c'est la loi assurant l'exercice du droit des personnes handicapées de 2004 qui a donné cette obligation aux municipalités. On arrive au 10e anniversaire de l'obligation, au 10e anniversaire de la loi, et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'observer quelques-uns des résultats de notre évaluation 10 ans après ces injonctions adressées aux municipalités. Nous ne sommes pas tout à fait, notre cœur de cible n'est pas tout à fait le tourisme et les destinations touristiques, mais vraiment on a conçu notre présentation en espérant contribuer à l'aide à la décision des acteurs locaux, à éclairer des situations de politique publique au niveau local. Et ce qu'on mesure, c'est la capacité des acteurs municipaux à promouvoir l'accessibilité universelle au service de la chaîne de déplacement de l'ensemble des personnes, notamment en situation de handicap. Donc, nous pensons que ça contribue à la réflexion sur l'accessibilité des destinations touristiques. Alors, ces obligations pour les municipalités de plus de 15 000 habitants, elles concernent 67 municipalités au Québec, 67 municipalités de plus de 15 000 habitants. L'Office des personnes handicapées du Québec chapeaute l'application de la loi et parmi ces nombreuses actions fort intéressantes, dresse un premier état des lieux de cette planification de deux manières. Tout d'abord en proposant un portrait global, je dirais, de où en est-on, combien de plans existent, combien de mesures sont promulguées, et une autre analyse plus en profondeur de ce qu'on appelle la concordance. Est-ce qu'on retrouve dans le plan ce qui est prévu par la loi et par un autre document que je n'ai pas évoqué, qui est la politique à part entière, qui est la mise en action des injonctions légales. Alors, ce que l'on constate grâce à ce suivi de l'Office, c'est qu'il reste encore 27% des municipalités au Québec qui, depuis 10 ans, n'ont pas de plan d'accessibilité visant la réduction d'obstacles à l'intégration des personnes en situation de handicap, ce qui est un peu inquiétant selon nous. En revanche, des municipalités qui ne sont pas assujetties à la loi ont un plan, ça c'est les plus vertueuses, deux, il faut le signaler. Et puis la loi propose de faire des plans annuels, on se rend compte que certaines municipalités ont des plans pluriannuels. Est-ce une difficulté? Est-ce que c'est quelque chose à critiquer? Je ne suis pas sûre. Et puis on se rend compte que parmi les mesures les plus fréquemment les enjeux les plus fréquemment adressés par pris en main par ces plans, on retrouve la question du déplacement, comment se déplacer sans contrainte et comment favoriser des aménagements et des environnements accessibles, ce qui nous paraît un enjeu évidemment extrêmement pertinent. Cela étant dit, nous avons relevé ce qu'on appelle des angles morts de l'évaluation, ce à quoi on ne s'intéresse pas encore quand on évalue ces plans. Deux types d'angles morts, le premier sur les processus, le deuxième sur les contenus. À notre connaissance, puis je vais rester très modeste tout au long de ma présentation, la recherche démarre. À notre connaissance, il n'y a pas d'évaluation de ce que j'appellerais les conditions
de la planification et sa portée. Comment sont produits les diagnostics, quelle est la connaissance mobilisée, comment les acteurs travaillent-ils ensemble pour produire le plan, le mettre en œuvre, l'évaluer, le réviser, toute la mécanique aux différentes étapes. Je n'ai pas, à ma connaissance, vu véritablement d'analyse de ce type-là. C'est l'analyse qu'on souhaite mener. Le deuxième, c'est sur les contenus. Il nous semble que l'accessibilité universelle est un concept transversal qui interpelle les transports, l'urbanisme, le logement, et on pourrait en citer d'autres. L'accessibilité universelle, c'est favoriser nos chaînes de déplacement respectives, individuelles. Nous nous déplaçons pour satisfaire nos besoins quotidiens et réaliser nos projets de vie. Donc, dans quelle mesure cette chaîne de déplacement est connue, comprise, mesurée, prise en compte? Dans quelle mesure elle interpelle d'autres planifications, l'urbanisme et les transports par exemple, et comment s'en sortent les municipalités face à la nébuleuse juridique du droit humain, notamment dans une perspective d'accessibilité universelle. Alors, on s'est posé deux questions simples qui vont demander des réponses, un arsenal pour la recherche assez complexe. La première, c'est quelles sont les modalités de planification quand on parle de ce plan. C'est la mécanique. On va s'intéresser à comment les acteurs font pour produire ces plans. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est évidemment les actions proposées dans ces plans visent-elles à adapter l'environnement urbain tout au long de la chaîne de déplacement des personnes en situation de handicap. Nous avons un juriste dans l'équipe, je l'ai dit, moi je suis spécialiste des politiques urbaines, de l'évaluation des politiques urbaines, de la prise en compte des inégalités sociales. Donc je vous passe les détails, mais disons qu'on a un petit bagage à nous deux avec Benoît Affrad qui va nous permettre de répondre à ces deux questions. Nous, on s'est intéressé à la région métropolitaine de Montréal, je dirais pour commencer, par facilité, c'est notre milieu, c'est la métropole économique, sociale et culturelle du Québec. Il nous a semblé que c'était une première étape intéressante. Il y a 83 municipalités, 82, 83 dans cette région métropolitaine. 35 sont assujettis à cette obligation, mais nous n'avons trouvé que 34 plans à disposition. Je n'ai pas la réponse à la question, mais il y a une municipalité qui n'a pas fait ses devoirs, au moins l'année dernière. Et je dirais que dans un premier temps, les plans sont extrêmement hétérogènes quand on les prend. Il y en a de 4 pages, il y en a de 80. Et c'est pas parce qu'on a une grosse municipalité qu'on a un gros document. Hein, c'est très très hétérogène sur la forme et hélas très hétérogène sur le fond. Première évaluation que nous avons menée, on a pris 8 critères en fonction des deux questions que je vous ai présentées tout à l'heure. 8 critères que j'ai regroupés. Le premier, il est obligatoire, il est imposé par la loi, il faut dans les plans qu'il y ait un bilan des actions des années précédentes. On a regardé quel était le portrait de la situation, on cherche à réduire les obstacles. Qu'est-ce qu'on dresse comme diagnostic dans la municipalité? Qu'est-ce qu'on identifie comme obstacle? Qu'est-ce qu'on se donne comme indicateur de résultat? Et a-t-on un comité consultatif? Ces 4 indicateurs sont recommandés par l'Office. Il existe même un guide qui les identifie. Puis nous, on s'est dit, l'accessibilité universelle, c'est de la transversalité, c'est de l'intersectoriel. Y a-t-il des objectifs et des stratégies intersectorielles? Y a-t-il des outils de gestion intersectorielle? Et est-on capable d'évaluer les coûts? Si on score la fréquence, ces critères sont-ils présents dans les 34 plans? Oui, quand c'est obligatoire, c'est présent, mais pas à 100%. Quand c'est recommandé, c'est présent de façon très variable. Et je vous dirais que si 80% des municipalités ont un comité consultatif dédié à la situation des personnes dédié aux personnes en situation de handicap, la qualité du comité consultatif peut être questionnée. En revanche, on identifie dans plus de la moitié des plans des enjeux d'intersectorialité. En revanche, très peu d'outils pour les mettre en œuvre. Et ce qui nous a paru assez déconcertant, c'est qu'on n'évalue pas les coûts. D'accord? Si on score, si on attribue 1 point pour chaque critère et qu'on regarde tous les documents, on va se rendre compte qu'il y a des très bons plans qui ont 6 à 8 des critères que nous venons d'évoquer. Il y en a 21%. Peut-être ce qui est un peu plus... Ce qui nous questionne, c'est qu'il y a 44% des plans qui ont entre 0 et 3 de ces critères-là, qui ne sont pas des critères absolus, mais qui étaient nos critères de réflexion au départ. Et puis, on a une masse de plans, nous, qu'on a qualifiés de moyens, mais ça va être ceux qui vont être les plus intéressants à regarder. À partir de ce classement-là, on a fait une typologie des faiblesses et des forces. Quand
plan est faible, pourquoi est-il faible? En dehors du fait qu'il lui manque des choses. Et quand un plan est fort, qu'est-ce qui a attiré notre attention? Alors évidemment, hélas, quand les plans sont faibles, ils sont faibles parce qu'ils sont lacunaires. Il manque des choses où il y a des mauvaises interprétations, il y a de l'ambiguïté, il y a des informations contradictoires, c'est assez décevant. En revanche, sur les forces, ça nous donne des pistes pour nos prochaines étapes de recherche, sur l'innovation au sein des municipalités. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent quand les plans sont très bons. Et je vous dirais que quand les plans sont bons, ils sont bons dans tous les secteurs, quasiment à peu de choses près. Donc, il se passe des bonnes choses. Et ça, c'est le point sur lequel on veut insister aujourd'hui. En revanche, je vous disais que les plans moyens nous ont beaucoup intéressés parce que les plans moyens, c'est ceux qui sont lacunaires en partie, imprécis en partie, mais souvent, ils révèlent une chose très intéressante, c'est que ce n'est pas dans le plan municipal de réduction des obstacles que ça se passe, mais bien souvent, l'accessibilité universelle va être promue en dehors de ces obligations-là, dans d'autres plans. Du côté de l'urbanisme, par exemple, du côté des plans des sociétés de transport et du côté de nouvelles politiques innovantes qui n'existaient pas il y a quelques années et qui viennent compléter un arsenal d'outils d'action au sein des municipalités. On pense ici à la politique municipale d'accessibilité universelle de la ville de Montréal, qui a été évoquée tout à l'heure. Quand on regarde le cas de la ville de Montréal, je ne dirais pas que son meilleur plan, c'est celui-ci. Par contre, ces PPU, ces plans particuliers d'urbanisme, son plan de développement de la société de transport, sa politique d'accessibilité universelle, là, on a des choses tout à fait performantes. Donc, l'enjeu de la prochaine étape de la recherche, c'est d'aller mesurer ce qu'on appelle l'intersectorialité. Où est-ce que l'accessibilité universelle est promue? Comment et avec quels outils? Évidemment, ces premiers résultats préliminaires nous ont soulevé une tonne de questions. Je vous en ai mis peu. On en a beaucoup plus. Mais je dirais qu'en fait, ce que révèle cette obligation légale, c'est d'abord, on s'est posé la question sur la capacité des municipalités à faire effectivement ces plans, à développer de la connaissance efficace, notamment autour de la question de la chaîne de déplacement qui nous paraît être une entrée sur l'accessibilité universelle complètement incontournable et qui est en grande partie absente des planifications, ce qui nous a pas mal déçus finalement. En revanche, l'intersectorialité, c'est-à-dire cette capacité qu'ont les municipalités à développer des actions dans différents domaines, en urbanisme, dans le logement, dans le transport et j'en passe, est quelque chose qui est de plus en plus présent dans les réflexions des acteurs et parfois dans la mise en œuvre de leurs actions. Il y a des bonnes pratiques dans les municipalités au Québec. Parfois, en dehors de la région métropolitaine de Montréal, il existe un réseau des municipalités accessibles au Québec. Nous allons aller regarder les échanges d'informations et d'expériences. Et je dirais qu'une troisième étape de notre recherche va être d'aller voir à l'étranger comment les municipalités locales s'en sortent avec ce type d'obligation. Je pense ici à la France, je pense à l'Ontario également, et évidemment peut-être au cas états-unien. Donc une recherche émergente sur laquelle je pourrais revenir en détail sur certains points. Je vous remercie. Comme vous savez, vu une convergence, s'il y a lieu, dans les définitions du terme accessibilité universelle. Donc, premièrement, est-ce que le terme est employé? Parce qu'on parle de réduction des obstacles, il y a une vaste différence avec accessibilité universelle, et deuxièmement, est-ce qu'il y a des éléments de définition? Alors, vous posez une question qui va nous occuper une bonne partie des semaines qui viennent, au sens où on est en train de regarder, depuis la Convention de l'ONU jusqu'aux plans municipaux du Québec, je dirais trois choses. La première chose, c'est une analyse la plus objective possible. Quelles sont les normes internationales et comment sont-elles déclinées au niveau municipal? Donc là, on ouvre un éventail de notions, de concepts, de principes, de recommandations, d'obligations. On va essayer de dresser un tableau, puis voir ce que j'appelle les pertes en ligne
Des choses qui devraient se retrouver, qui ne se retrouvent pas, les ambiguïtés ou les innovations. Parce que je tiens à préciser, je ne critique pas du tout les municipalités du Québec. Il y a de l'innovation par le bas. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est celui que vous évoquez. L'accessibilité universelle, c'est comme le développement durable et la gouvernance métropolitaine. C'est quelque chose de multiforme. Il y a une base juridique, il y a une base professionnelle, il y a une base liée au design, il y a une base liée au règlement d'urbanisme, aux politiques de transport, mais l'usage qui en est fait peut être assez multiforme. Je veux pas dire plus. Donc oui, il y a du flottement aussi parfois. Derrière le terme, on le retrouve partout, mais on retrouve pas les actions qui vont avec. On a des définitions précises, mais pas d'outils. On a des actions, mais pas de mesures. Peut-être le point à retenir, c'est qu'on n'évalue jamais les actions et leurs effets. S'il y a une chose à retenir, c'est je suis frappée de deux choses. Il n'y a pas de diagnostic dans les plans. Quels sont vos besoins? Quels sont mes besoins de mobilité, d'accessibilité? Il y a très peu de diagnostics et à l'autre bout de la chaîne, il n'y a pas d'évaluation. Donc l'accessibilité, et le troisième point, c'est la question, c'est plus une préoccupation, j'allais dire scientifique, personnelle, c'est que normalement l'accessibilité universelle, c'est au service d'une chaîne de déplacement. La notion de chaîne de déplacement est présente dans les documents provinciaux, notamment dans la politique à part entière de 2009. Elle est très bien définie dans les guides et là aussi, on va s'apercevoir que dans les plans, au niveau municipal, son emploi est variable. Or, pour moi, ça serait une clé, ça serait un facilitateur pour les municipalités pour organiser leurs actions. Donc, il y a des définitions, quand il y en a, elles convergent, mais il y en a, elle est souvent absente, en fait, ou elle est souvent non associée à des mesures et à des outils. C'est plus ça. Alors, il y a une autre question. Oui, bonjour madame. Bonjour. Merci pour votre présentation, dans laquelle je me retrouve beaucoup, puisque vous avez abordé la question de la France. Donc moi, j'accompagne les grands acteurs privés ou publics dans l'évaluation de l'accessibilité dans une première étape, et ensuite dans la définition de l'agenda d'accessibilité programmée, qui est suite à l'ordonnance votée il y a à peu près 3 semaines. Donc ça, c'est un grand projet de planification, plan pluriannuel d'investissement, évaluation des actions, etc., avec mise en place d'indicateurs de pilotage, de suivi, avec un suivi du projet sur les 3 à 9 ans, avec des bilans de fin de période intermédiaire sur les projets, les indicateurs. Donc ma question, c'est est-ce que vous suivez ce qui se passe à ce niveau-là, parce que c'est une politique qui est très ambitieuse. Tout à fait. Et la dernière question, si vous permettez, aujourd'hui on commence à voir apparaître en France ou d'autres pays en Europe ou dans le monde ce qu'on appelle l'agenda 22, où là on a vraiment donc un suivi de politique, mission, programme, action, avec des indicateurs, évaluation des politiques publiques. Donc est-ce que aussi des choses se passent au Québec à ce niveau-là? Est-ce que ça avance? Alors, moi je viens de l'Institut d'urbanisme de Grenoble dans une vie professionnelle antérieure, donc mes premiers travaux sur l'accessibilité, c'est sur la loi de 2004 en France, et c'était vraiment intéressant de venir au Québec transférer une partie des questionnements. Il y a plein de similarités, on pourrait en débattre sur le contenu de la loi, etc. Elles ont le même âge, puis quand je me suis intéressée à la situation du Québec, je suis revenue voir les évaluations qui étaient faites en France avant l'ordonnance, pour faire menées par l'Assemblée nationale et par le Sénat, notamment français, pour dresser le même constat dans un registre, dans un contexte politique et institutionnel différent. Il y avait peu d'évaluations en France jusqu'à présent. En tout cas, il y avait peu de remontée du local, qui a la compétence en matière de promotion de l'accessibilité universelle, vers le central, ou pour le dire autrement, au niveau national, on avait assez peu de portraits en France. Donc évidemment, l'ordonnance, elle vient de ce contexte-là. C'est aussi si on regarde l'évaluation des politiques publiques, on le sait qu'il faut évaluer les politiques publiques pour la transparence, parce qu'on est dans des austérités budgétaires à long terme, ou en tout cas à moyen terme, parce que la démocratisation de la vie publique fait que, tout ça on le sait. L'évaluation des politiques publiques, c'est beaucoup des choses très à développer beaucoup, qui ont beaucoup de mal, je pense, au Québec. Je reviens sur le cas québécois, parce que le cas français, du coup, je l'ai un peu lâché, j'ai moins regardé ces derniers temps, mais au Québec, je pense qu'on est tout à fait conscient du besoin d'évaluation de politique publique. Je m'excuse, mais il n'y a pas de culture d'évaluation de politique publique en tant que telle, au sens... Au-delà des indicateurs, quels sont les processus à l'œuvre? Parce que ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas mesurer un plan
comme celui-ci en comptant uniquement je m'excuse, mais en comptant uniquement le nombre de mesures et en regardant si sur les 23 mesures, il y en a 12 ou 23 qui ont été réalisées. Je veux dire, il faut aller au-delà. Et pour l'instant, la culture de l'évaluation publique, elle se heurte à ce type de... On a besoin de ces tableaux de bord. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il faut aller ailleurs. Il faut aller regarder comment on travaille l'intersectoriel, comment on regarde à long terme l'action, comment on mesure sa portée. Je dirais qu'on en est là, mais que les outils ne sont pas encore dans ce domaine-là. Hein, parce qu'on pourrait regarder d'autres domaines qui ne sont pas encore franchement développés. Il y a une dernière question, madame. Moi, ma question serait plutôt d'ordre juridique. Alors, M. Fratt est ici. Non, M. Fratt n'est pas là, hélas, mais... En tout cas, bref, moi, je questionne l'avant-dernière question sur votre tableau. Que fait l'OPHQ lorsqu'une municipalité ne se conforme pas à la loi? Moi, je dirais plutôt, mais que fait l'OPHQ? Voilà. Parce que si l'OPHQ ferme les yeux sur 27 des municipalités québécoises qui n'ont pas rendu leur plan, il y a matière à se questionner. Nous, je suis du RAPLIC, la présidente, et nous avons une approche plus juridique de l'accessibilité universelle. Et notre prochaine démarche sera probablement une poursuite contre le ministère du Travail qui chapeaute la Régie du bâtiment, de qui découle le Code de construction, bien sûr, qui discrimine la majorité des personnes handicapées. Merci. Vous avez la réponse à votre question. OK, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi? Oui. Pardon? Ah, une dernière. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des plans de mise en œuvre d'accessibilité universelle. Pour moi, la définition, c'est des programmes, installations, infrastructures qui sont aménagés pour tous. Donc, est-ce qu'à travers vos travaux, est-ce que vous avez vu de manière éloquente des plans qui font en sorte de prévoir des actions, des mesures pour répondre tant aux besoins des personnes âgées, des familles avec enfants poucettes, ainsi que les personnes en situation de handicap? Parce que quand on regarde ça, moi, j'ai déjà vu une citation quelque part qui dit que les personnes en situation de handicap sont les révélateurs des besoins ressentis par l'ensemble de la population. Ça fait que, ou bien donc, c'est très axé personnes en situation de handicap, et là, le fil est mince, on peut facilement tomber dans des mesures qui ne favorisent pas nécessairement une pleine inclusion sociale. Alors, je répondrai en deux temps. La première chose, c'est que il y a quand même des municipalités qui ont tout à fait conscience de ce que vous venez de dire sur l'accessibilité universelle et qui, au moins, essaient dans leurs documents de définir très bien ces besoins-là pour tous et de trouver les façons de répondre au mieux aux besoins de tous pour une population vieillissante, pour une population X, avec X difficultés temporaires permanentes à venir, etc. Deuxième élément de réponse, il n'empêche que c'est aussi très important de réfléchir sur les situations de handicap temporaire ou permanent quand même, parce que je dirais qu'en tant qu'aménageur, et on pourrait se tourner vers notre collègue François Racine, il y a aussi de la difficulté à aménager physiquement l'espace pour tous. Donc à un moment donné, il faut faire des choix, il faut faire des arbitrages, il peut y avoir des conflits d'aménagement. Donc je dirais que c'est aussi quand même important d'avoir une très bonne expertise sur les besoins de tous et sur toutes les formes de difficultés et de contraintes, mais ensuite, effectivement, de passer à l'étape de l'inclusion et donc de viser une accessibilité universelle pour tous. Moi, je dirais que c'est un peu comme la prose de M. Jourdan, il y en a qui en font sans le savoir. Hein, c'est-à-dire que notamment, il y a des très bons plans d'urbanisme qui vont expliquer comment ils font des milieux de vie, sans dire le mot, mais qui sont des milieux de vie, enfin en tout cas c'est leur objectif, accessibles à tous, très inclusifs, mais c'est comme si c'était déconnecté d'une expertise plus poussée. Donc, je dirais qu'on est, à mon sens, hélas, 10 ans après, on est au début de quelque chose. Hein. Donc, vous voyez comment ça prend du temps. Ça change. Ça change dans le sens que vous souhaitez. Ça, je le crois. Je crois que les municipalités ne sont pas inconscientes.
Je pense qu'elles ont encore à faire leurs preuves, mais il y a des très beaux exemples. Mais j'ai cité aucune municipalité parce que je ne suis pas ici pour mettre les bons et les mauvais points, mais il y a quand même des exemples qu'on va aller regarder de près où ça se passe comme vous le souhaiteriez. Donc, il y a de l'innovation aussi, ce qui est très encourageant. Merci. Alors, merci beaucoup, Florence.